il y a deux options. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. Mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face. Cela sera long et difficile, car il faudra préserver l'unité de l'Irak, rétablir de manière durable la stabilité dans un pays et une région durement affectés par l'intrusion de la force. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits. My fellow citizens, on my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Des bombardements quasiment ininterrompus sur Bagdad. Le ministère de l'Information irakien parle de centaines de blessés et de morts civiles. L'état-major américain certifie que seuls les postes de commandement sont visés. Jusqu'à présent, les forces françaises se limitaient à des frappes aériennes uniquement sur le territoire irakien, 200 depuis le début de l'opération. Mobilisée aux côtés d'une soixantaine d'autres pays, la France compte 700 militaires et une quinzaine d'avions engagés dans ces opérations. Elle a également fourni des armes, notamment aux forces irakiennes et aux combattants kurdes. Malgré tous ces moyens, le groupe État islamique continue de progresser. Tout ce que nous savons de ce type de guerre menée depuis des décennies, et en particulier depuis l'Afghanistan, a conduit à l'échec. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui, Afghanistan, Irak, Libye, qui ne conduisent pas à davantage de guerres et davantage de chaos. Nous sommes donc dans la situation où, par la guerre, nous voudrions faire mieux que lors de la précédente guerre que nous avons menée. Ayons conscience que cet État islamique, Daesh, nous l'avons nous-mêmes en grande partie enfanté. De guerre en guerre, de cette guerre de 2003, du départ de 2011, du lâchage des rebelles syriens, il y a un cercle vicieux dans lequel nous nous sommes enfermés. Et par ailleurs, non seulement c'est inefficace, mais c'est dangereux. La guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée. On ne peut même pas donner de pourcentage. L'échec est annoncé. Pourquoi? Parce que le terrorisme est une main invisible, mutante, changeante, opportuniste. On ne se bat pas contre une main invisible avec les armes de la guerre. Il faut être capable d'employer la force de l'esprit, la ruse, les moyens de la paix pour désolidariser des forces qui s'agglutinent autour de ces forces terroristes. Je veux bien qu'on prenne la tête d'une croisade, mais je veux qu'on mesure les risques et surtout savoir que cette croisade ne peut pas être gagnante. Nous alimentons un processus de destruction, nous alimentons un processus de haine. Et ce que je dis, ce n'est pas pour ne rien faire, car il y a évidemment beaucoup à faire, mais dans une toute autre direction, d'une stratégie politique, d'une stratégie d'accompagnement militaire, en mettant en avant ceux qui d'abord doivent réagir. C'est les pays de la région eux-mêmes. Il y a près de 500, 600 avions de chasse dans la région qui appartiennent aux pays du Golfe. Ils sont parfaitement capables de mener la riposte. Nous suivons les Américains qui, comme toujours, cherchent un ennemi à travers la planète, sont engagés dans une sorte de messianisme universel. Nous, Français, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre vocation. Nous sommes des faiseurs de paix, des chercheurs de dialogue, nous sommes des médiateurs. Nous sommes là à contre-emploi et à contresens, entraînés dans une logique qui est sans issue. Car cette guerre contre le terrorisme, c'est une guerre sans fin, c'est une guerre perpétuelle. Nous savons qu'elle ne peut pas s'arrêter. La haine entraîne la haine, la guerre nourrit la guerre. Aujourd'hui, nous saluons le premier contrat à l'exportation du Rafale en Égypte, qui va être un signal tout à fait décisif pour emporter d'autres commandes. Car c'est le sens de l'action que nous menons, chacun à notre place, parce que c'est aussi l'intérêt de la France et l'avenir de votre entreprise et de notre industrie. On exporte la guerre chez eux avec nos armes, alors on se félicite. On va vendre des Rafales. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est fantastique, la France. La France, pays des droits de l'homme, est heureuse parce qu'elle a vendu des Rafales dans tous ces pays pour alimenter la guerre, créer un peu plus d'instabilité, créer un peu plus d'incertitude. Mais quelle triste vision
nous avons du rôle de la France. Vous êtes fiers, vous, de la politique d'immigration que nous menons, où on interdit à des pauvres bougres qui souffrent le martyre dans leur propre région, on leur interdit toute possibilité de vie? Est-ce que vous êtes fiers de la politique que nous menons au Moyen-Orient comme en Afrique, d'envoyer nos troupes? C'est la seule chose qu'on sait faire. Et que le résultat, c'est que ça élargit un peu plus davantage le risque que nous prenons. Et on crée une jonction entre les crises. Et chaque intervention militaire, je dis bien chaque intervention militaire, y compris les nôtres au Sahel, ne font qu'aggraver les choses. Pourquoi? Parce que nous cristallisons... Nous ne devons pas intervenir, pas bombarder en Irak. Nous ne devons pas intervenir militairement au Mali. Le meilleur service que nous pourrions rendre au Moyen-Orient, c'est de nous en mêler le moins possible. Il n'y a pas de mur assez grand, il n'y a pas assez de policiers et d'armées en France pour empêcher les risques qui se multiplient. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Il y a une tentation militaire en France. Parce que quand vous êtes chef de l'État, c'est un des rares domaines qui marche. C'est un des rares domaines où vous pouvez rapidement donner le sentiment que vous êtes efficace. Regardez au Mali. Mais vous savez, au Mali, je l'ai dit depuis le premier jour, nous avons été trop loin. Comme en Syrie, comme en Libye. Au Mali, nous avions le devoir d'arrêter la colonne qui avançait vers Bamako. Fallait-il investir militairement? Le Mali est rentré dans de grandes opérations qui, aujourd'hui, nous le voyons bien, accompagnent la propagation du terrorisme dans l'ensemble de cette région et qui ne sont pas à l'échelle de nos propres capacités. C'est les pays de la région qu'il faut mettre en avant. C'est une coalition internationale qui peut, en appui à ces coalitions régionales, être efficace et nous restons dans notre rôle. C'est comme ça que nous assurons la protection des Français. Donc je l'ai dit, premier piège, l'interventionnisme militaire. Le deuxième piège, c'est la dérive autoritaire et sécuritaire. On voudrait confier au Front National les clés de notre pays. On ne ferait pas mieux. Prolongerons l'état d'urgence. Vous pensez que nous sommes en train de confier les clés du pays au Front National? Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur la nature des mesures qui sont prises. D'autant plus que rien ne sert d'empiler des mesures qui... parfois, n'ont d'autre objectif que de servir de pure communication. Après l'attentat de Nice, cela ne faisait aucun doute. L'Assemblée nationale a voté la prolongation de l'état d'urgence pour 6 mois. En vigueur depuis les attentats du 13 novembre, c'est la 4e fois que le Parlement est appelé à prolonger ce régime d'exception. Le projet, présenté au Sénat ce mercredi, a fait l'objet de débats houleux au sein des députés, mais a finalement été approuvé à la quasi-unanimité. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.